Ces dernières semaines, on a eu pas mal de films intéressants, mais pas que. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo multicritique de 4 films que j'ai vus récemment. Cette fois-ci, pour changer un petit peu, je vais traiter les films par ordre de préférence. Vous avez comme d'habitude le timecode juste en dessous si vous voulez aller directement au film qui vous intéresse. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec le film que j'ai le moins aimé. Et pour tout vous dire, je sors tout juste de la séance. Il s'agit du dernier film de David Cronenberg qui s'intitule Les Linceuls. It's not meant for the living. Maybe not meant for the dead either. On y suit l'histoire de Karch, qui est un homme d'une cinquantaine d'années qui vit mal le décès de sa femme et qui justement va créer un système révolutionnaire et controversé qui va permettre aux vivants de rester en contact avec leurs défunts, avec un système d'écran sur les tombes et qui va permettre de visualiser en 3 dimensions les cadavres qui sont enterrés dans les tombes. Et un point très important que je vais vous lire mot pour mot tel que c'est indiqué sur Allociné, une nuit, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées. Karch se met en quête des coupables. Et vous vous demandez très certainement pourquoi j'ai insisté sur ce point de l'intrigue, tout simplement parce que pendant, on va dire, environ les 3 quarts du film, l'enquête est juste mise de côté. Ce qui fait qu'on se retrouve face à un film chiant. Désolé de le dire, mais j'ai trouvé le film extrêmement chiant, extrêmement long, extrêmement ennuyeux. Un film qui raconte pas grand chose en soi, qui ne délivre même pas de conclusion satisfaisante. Enfin, on se pose plein de questions tout au long du film. On a une ou deux réponses, mais à la fin, je suis désolé, mais personnellement, je n'ai rien bité à la fin. Donc, celles et ceux qui auraient compris la fin de l'histoire, je vous invite à me dire en commentaire à côté de quoi je suis passé. Mais vraiment, j'ai rien capté. Pourtant, je me suis investi dans le film, hein, j'ai essayé, mais arrivé à peu près, je dirais, à la moitié, je commençais vraiment. Enfin, non, j'ai commencé à subir bien avant, mais arrivé à la moitié, j'en pouvais plus, j'attendais qu'une chose, c'était que ça se termine. Et je reconnais sans aucun problème que je ne suis pas du tout un expert de la filmographie de David Cronenberg, j'ai dû voir 5 ou 6 des films qu'il a réalisés. Par contre, tout ce que je sais, c'est que les films qu'il a réalisés avant les années 90, c'est des films que j'ai beaucoup aimés. La Mouche et Scanners, pour ne citer que ces deux-là, je crois que c'est les deux seuls que j'ai vus avant les années 90, vraiment des excellents films. Par contre, par exemple, History of Violence, j'ai vraiment pas aimé ce film du tout. Les Promesses de l'ombre, ça allait. Je sais plus si j'en ai vu un autre, mais dans tous les cas, enfin le dernier que j'ai vu, donc Les Linceuls ici, lui, non, je le mets au même niveau, enfin non, je le mets même en dessous de A History of Violence. Si je devais trouver un point fort au film, je dirais les acteurs et globalement l'ambiance qui s'en dégage, mais c'est à peu près tout clairement. Je vous disais juste avant que l'enquête est mise de côté pendant environ les 3 quarts du film, alors vous allez certainement me demander, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe pendant le reste du film? Eh bien, pas grand-chose. Concrètement, on y suit le mal-être du personnage de Karch qui est incarné par Vincent Cassel. On le voit avec ses délires, ses inquiétudes, ses interrogations, les relations qu'il entretient avec les personnages qui sont tout aussi parano que lui. Et comme je vous le disais, finalement, tout ça pour mener à pas grand-chose. Il entretient des relations un petit peu ambiguës avec les différents personnages qu'il va côtoyer, que ce soit son beau-frère, que ce soit sa belle-sœur ou que ce soit une autre nana qu'il rencontre à un moment donné. Ce qui m'a d'ailleurs fait beaucoup rire parce qu'on la voit à partir d'un certain point de l'intrigue. On la voit sur quelques scènes, donc tu sens que c'est un personnage qui globalement va être important pour la suite. Et en fait, pas du tout. C'est un peu comme l'enquête. Tu vas pas la voir pendant 3 quarts d'heure. Mais non, je dis n'importe quoi. Je suis sûr qu'on la voit même pas pendant au moins 1 heure. Et d'un seul coup, elle va revenir vraiment dans les toutes dernières scènes. Mais encore une fois, on ne comprend pas pourquoi, étant donné que la conclusion, comme je vous le disais, je ne l'ai pas compris. Parce que c'est la conclusion que je n'ai pas comprise. Il y a certaines scènes, certains passages, certains dialogues qui n'ont pas vraiment de sens à mon goût. Par exemple, à un moment donné, on va avoir donc le personnage de Karch qui va se retrouver dans le cimetière avec sa belle-sœur pour montrer, alors suite à la vandalisation du cimetière, il va y avoir une petite rénovation, enfin non, une rénovation qui va être faite avec les corps qui vont être remis dans leur tombe avec tout le système pour les voir en 3D. Ça d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était assez glauque dans l'état d'esprit de manière générale. Enfin bon, faut dire ce qui est, David Cronenberg, il est pas réputé pour faire des trucs ultra joyeux de toute façon. Il aime bien d'ailleurs tout ce qui est mutilation des corps, ce genre de choses, on l'a vu dans les Crimes du futur, même si je n'ai pas vu le film, mais je sais de quoi ça parle. Il l'a fait également dans d'autres films du style Crash, que je n'ai pas vu également, que j'ai pas forcément envie de voir. Là, c'est un petit peu pareil, t'as plusieurs scènes où tu te dis, putain, tu sais pas pourquoi, mais lui, il adore charcuter les corps. Bref, je me suis un petit peu égaré, donc je reviens sur la scène dont je vous parlais juste avant. On a donc le personnage de Karch, comme je vous le disais, qui veut montrer à sa belle-sœur la tombe où est enterrée son ex-femme, et ils vont se rendre compte que sur l'écran, ce n'est pas le corps de son ex-femme, mais le corps d'un personnage dont on nous parle pendant tout le film, mais dont on n'a jamais vu d'ailleurs le personnage vivant, et les deux ne vont pas croire que c'est ce corps qui est ici. Il va y avoir un cut, et scène suivante, ils vont se retrouver chez l'un ou chez l'autre, je sais plus chez qui exactement, et ils vont être en train de débattre en disant mais non, c'est pas possible, ça doit pas être ça, ça doit être machin qui nous joue encore un tour, il a certainement piraté le système.
Pourquoi vous déterrez pas le corps tout simplement? Et c'est clairement pas une question d'éthique, hein, parce que clairement pendant les 3 quarts du film, le cimetière reste vandalisé. Là, ils viennent tout juste de le refaire, ils voient que ça a été creusé d'une manière spécifique à cet endroit-là. Qu'est-ce qui les empêche de regarder honnêtement? À côté de ça, j'ai retenu également une scène de sexe qui est certainement l'une des plus malsaines et malaisantes que j'ai pu voir dans toute ma vie. Et non pas par rapport à ce qu'on voit à l'écran, mais par rapport au dialogue qu'il y a entre les deux personnages, c'était totalement what the fuck. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce film, c'était clairement totalement oubliable et je pense très clairement qu'il va rester un petit moment dans mes flops des films pour cette année 2025. Il y a juste un petit point que j'ai pas compris, s'il y en a qui ont la réponse, ça m'intéresse. Au tout début du film, il y a toutes les sociétés de production qui apparaissent à l'écran. Une des premières qui est apparue, c'est SBS Productions. Il y en a plusieurs ensuite qui ont suivi. Et juste avant que le générique d'intro se lance, SBS Productions, une deuxième fois. J'ai absolument pas compris pourquoi. Après, peut-être que c'est volontaire et que ça veut correspondre au côté chelou du film, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est un film que je ne vous recommande pas, d'autant plus que c'est indiqué science-fiction dans le style de film. Il y a clairement aucune science-fiction là-dedans. Nous allons donc pouvoir passer au deuxième film dont je vous ai parlé très rapidement il y a quelques semaines et je pense que je vais en parler très rapidement parce que j'ai pas un million de souvenirs dessus. Il s'agit du film The Amateur. You recognize her? If you jump really fast, you might survive the blast. On y suit l'histoire de Charlie qui est un cryptographe qui bosse pour la CIA et qui va retrouver son existence totalement bouleversée suite à l'assassinat de sa femme par une bande de terroristes. Et suite au manque de réaction, au manque d'initiative de sa hiérarchie, il va se mettre en quête de poursuivre les différents meurtriers de sa femme pour justement les assassiner. Mais comme on peut le constater dans la bande-annonce, c'est un personnage qui n'a pas du tout le profil d'un assassin et du coup il va plutôt user de son intellect pour venir à bout des meurtriers. Et même si comme je vous le disais c'est un film qui est un petit peu sorti de ma tête, dans mes souvenirs j'avais passé un plutôt bon moment devant, j'avais trouvé que ça changeait un petit peu de ce qu'on voyait récemment dans les films de ce genre. C'est plutôt bien amené, l'intrigue se construit de manière assez logique, les personnages sont plutôt intéressants de manière générale, même si c'est dommage, il y a le personnage de John Bertnall qui incarne quelqu'un qui bosse à la CIA et qui est souvent sous couverture. On le voit au début du film, tu t'attends à le revoir à plusieurs moments et en fait pas du tout, je crois qu'on le revoit dans une seule autre scène qui intervient quasiment à la fin du film. Il y avait quelque chose à construire autour de ce personnage, mais bon, on se concentre surtout sur le personnage de Rami Malek, de sa hiérarchie et du mec qui va le former également parce qu'il va chercher à suivre une formation avec des spécialistes de l'armée pour justement assassiner ses ennemis. Mais comme je vous le disais, il va se mentir un petit peu à lui-même et il va se rendre compte effectivement qu'il n'est pas capable de tuer quelqu'un avec une arme dans les mains, donc il va utiliser surtout de son ordinateur pour essayer de boutiquer des petits trucs par-ci par-là et piéger les différents meurtriers. Le casting était plutôt bon de manière générale, aussi bien du côté des méchants que du côté des gentils. Forcément, qui dit CIA dit la plupart du temps dans les films question de trahison ou ce genre de choses, donc on va avoir une relation qui va se créer entre le personnage de Charlie et interprété par Rami Malek et le personnage incarné par Laurence Fishburne. Je suis désolé, j'ai totalement oublié son nom dans le film parce que le personnage de Laurence Fishburne va être le mentor un petit peu justement de Rami Malek, enfin même complètement, c'est lui qui va essayer de le former pour qu'il puisse par la suite aller sur le terrain et tuer les méchants, mais ça va pas se passer comme prévu bien évidemment, et les deux vont se recroiser régulièrement tout au long du film, et ça je dois reconnaître que c'était assez intéressant et ça se conclut de manière plutôt cohérente on va dire. Et même si la plupart du temps le personnage de Charlie n'utilise pas la force pour venir à bout de ses ennemis, il y a quand même des scènes d'action par-ci par-là qui sont plutôt bien foutues de manière générale, donc on n'a pas trop le temps de s'ennuyer honnêtement. Il va y avoir également plusieurs scènes de course-poursuite qui sont pas mal foutues, il y en a qui vont se passer à pied, il y en a qui vont se passer en voiture, il y en a qui vont se dérouler avec un bateau qui va chercher à tirer sur la voiture par exemple, d'autres qui vont se passer dans les rues de Paris, d'autres qui vont se passer dans un hôtel. C'était plutôt bien foutu, il y avait de l'action dans ces scènes-là, il y avait un petit peu de tension également, donc non, ouais, comme je vous dis, ça reste un plutôt bon divertissement. Et j'ai envie de dire, ça va être un petit peu ma conclusion pour ce film. Nous allons donc pouvoir passer à l'avant-dernier film de cette sélection, il s'agit de La Légende d'Oshi. I can talk to you! I'm not asking you to understand. Yuri, we're your family! Just trust me. On y suit l'histoire de Yuri, qui est une petite fille d'une dizaine d'années, je dirais, peut-être un petit peu plus, donc qui est élevée au milieu d'une bande d'hommes, visiblement. Enfin, j'ai pas le souvenir qu'on y voit des femmes dans le village dans lequel elle a été élevée. Et visiblement, à peu près toutes les nuits, ils vont partir à la chasse des ce qu'on appelle des Oshi, qui sont des créatures vivant dans la forêt. Et un jour, elle va tomber sur un bébé Oshi, justement, qu'elle va chercher à ramener auprès de sa famille. Et c'était
imparfait, je dirais, mais plutôt sympathique à suivre. Déjà, il y a un point de l'intrigue que je n'ai pas compris et ça se passe vraiment dès le début du film. Pourquoi ce sont des gamins qui vont chasser des monstres dans la forêt? Surtout qu'on nous dit clairement que c'est des monstres ultra sanguinaires qui n'ont aucune pitié. Pourquoi ce sont des enfants qui s'occupent de ça? Ça n'a absolument aucun sens. Alors si, excusez-moi, il y a un semblant de justification avec le père de Yuri qui est incarné par Willem Dafoe et qui va dire un truc du genre: «Oui, les parents m'ont confié leurs enfants en me disant: "Faites quelque chose de mon fils"». Bah, j'ai envie de dire autant les envoyer en pension clairement, hein. C'est un film qui apparemment s'adresse, plutôt pour les jeunes, enfin, je sais que c'est marqué à partir de 8 ans, ça ne veut rien dire, mais de ce que j'ai compris, c'est une aventure qui se veut un petit peu dans l'état d'esprit des Goonies, si je puis dire ça. Il y a plusieurs inspirations d'ailleurs, enfin, j'ai trouvé que le film avait il y avait un petit côté Wes Anderson dans la façon dont c'est réalisé. Ça m'a également fait penser un petit peu à Dark Crystal, le vieux film, pour celles et ceux qui l'auraient vu, de Dark Fantasy, notamment par rapport à la création des Hoshi. Donc tu vois que c'est clairement pas des effets spéciaux, c'est fait avec des marionnettes, mais j'ai trouvé que ça avait beaucoup de charme. Mais honnêtement, j'ai quand même trouvé que le film était assez sombre. Il y a quelques scènes qui sont pas forcément joyeuses, donc le côté aventure pour plus jeune, je suis pas forcément d'accord là-dessus. C'est un film qui veut délivrer un très gros message, une très grosse critique du traitement de la nature et des animaux par les êtres humains. C'est plutôt bien réalisé de manière générale sur ce point. C'est un film qui se veut à la fois simple et sincère. Il y a de la poésie qui se dégage de ce film, malgré ce que je vous disais, malgré le côté un petit peu glauque, enfin glauque, c'est un grand mot, mais malgré certaines scènes qui sont quand même un petit peu plus sombres, c'est un film qui est assez poétique, aussi bien au niveau de la gestion des personnages que au niveau des différents panoramas qui sont proposés. Parce qu'il faut dire ce qui est, personnellement, je trouve que le film il est vraiment très beau avec des panoramas qui sont vraiment sublimes par moments, malgré un brouillard qui est un petit peu trop présent à mon goût. Mais il y a vraiment des décors qui sont à la fois fascinants et qui respirent un petit peu ce côté mélange entre, comme je vous le disais juste avant, poésie et fantaisie. Notamment vers la fin du film, quand l'aventure de nos différents personnages va se terminer, fin que j'ai trouvé un petit peu convenue et un petit peu expédiée, et c'est un petit peu dommage. Le film est pas très long, mais honnêtement, je pense que par moment, pour un public qui serait plus jeune justement, comme je vous disais, c'est marqué à partir de 8 ans et on dit que c'est pour les enfants ce film, enfin pour les enfants, pour les plus jeunes, j'ai du mal à imaginer un gamin de 10 ans rester entièrement concentré du début à la fin. Il y a vraiment des passages, c'est juste contemplatif. À cet âge-là, je pense pas que ce soit ce que recherchent la plupart des enfants. Et il y a également ce contraste entre le monde réel et le côté déconnecté un petit peu de la réalité qui pourra les faire sortir un petit peu du film parce que il y a vraiment des moments où tu sens que ça se passe dans le monde réel et il y a des moments où ça part complètement en vrille. Par exemple, quand le père de Yuri va chercher à partir à sa recherche justement, et il va s'habiller avec une armure de chevalier. Alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais what? On est où là exactement? Et à côté de ça, tu vas avoir, à un moment donné, un personnage, qu'on va retrouver, je ne spoil pas, qui est l'identité, du personnage, mais on va voir qu'il va avoir, une main en bois. La main a été coupée, on va nous expliquer pourquoi. Enfin, vous voyez, il y a vraiment, quand je vous le raconte, il y a vraiment un contraste, entre les différentes, scènes du film qui peut être un petit peu perturbant. Donc c'est un film qui, je pense, ne plaira pas à tout le monde de par son côté un petit peu mélange, des genres, même si moi personnellement, comme je vous le disais, j'ai passé un très bon moment devant, mais voilà, faut savoir un petit peu où vous mettez les pieds. Avant de conclure, faut quand même que j'aborde le point, j'en ai pas parlé alors que c'est le point essentiel du film, c'est-à-dire la relation entre Yuri et le petit Yoshi. En soi, j'ai finalement pas grand-chose à dire dessus, c'était très touchant de manière générale. Je trouve que la relation entre les 2 personnages était très bien traitée. On y croit, clairement, on y croit à l'évolution, de leur relation. On ressent parfaitement les différentes émotions, que ce soit la crainte, la peur, la tristesse, la joie quand ils sont ensemble. Il y a vraiment, ouais, c'est vraiment le point fort du film. C'est vraiment la relation qui a été créée entre, Yuri et le petit Hoshi. En plus des décors, comme je vous le disais. Et honnêtement, on peut mettre de côté les petites incohérences qu'il y a par-ci par-là, notamment dans le comportement des personnages sur certains passages. Et nous arrivons donc au dernier film de cette vidéo critique. Il s'agit de Comment devenir riche grâce à sa grand-mère. On y suit l'histoire de M, qui est un adolescent qui se fout un petit peu de la vie de manière générale. Enfin, quand je dis ça, c'est qu'il est dans son monde avec son téléphone, avec ses jeux vidéo et compagnie. La famille, il s'en moque un petit peu. Et à partir du moment où il va apprendre que sa grand-mère a un cancer et qu'elle risque de mourir d'ici peu de temps, il va tout faire pour devenir le petit enfant modèle qu'il n'a jamais été pour essayer de récupérer l'héritage. Et même si on n'est que début mai, je pense que ce sera sans aucun problème un des meilleurs films que j'aurais pu voir cette année. Vraiment, c'était un film absolument magnifique. C'était beau, c'était
intéressant, c'était touchant, c'était émouvant, tellement que, je vous le dis très honnêtement, j'ai jamais vu autant de monde pleurer après une séance. Mais vraiment, hein. Alors déjà, j'étais hyper étonné parce qu'il y avait beaucoup de monde dans la salle. Je pensais que c'était un petit film qui intéresserait personne. Et en fait, la salle était plutôt remplie. Il y avait une centaine de places et je pense qu'il y en avait quasiment la moitié des sièges qui étaient pris. Et mais vraiment, à la fin, j'ai pas vu une seule personne qui pleurait pas. Non mais moi, ça compte pas, je n'ai pas de cœur, tout le monde le sait. Bon, en vrai, on va être clair, c'est quand même un film qui aurait pu me faire chialer. Bien évidemment, la quasi-totalité de l'intrigue va être centrée sur le personnage de M et de sa grand-mère, même si par-ci par-là, il va y avoir les différents membres de la famille qui vont être inclus dans l'histoire, ce qui va créer des embranchements plutôt intéressants. Enfin, je trouve que les personnages évoluent de manière assez cohérente. Alors, je dis évoluer, il y en a clairement, ils se comportent d'une certaine façon au début, ils sont quasiment pareils à la fin, ils n'ont pas vraiment évolué, mais ça fait vraiment sens. L'ensemble est vraiment cohérent, ça te montre vraiment l'évolution de la famille, de manière générale et c'était ouais, non, comme je vous disais, vraiment, vraiment, mais vraiment très, très bon. C'est un film qui parle de plein de choses. C'est un film qui parle de la vie, c'est un film qui parle de la mort, de manière, générale, même si oui, bien évidemment, bah, c'est axé sur le personnage de la grand-mère vu qu'elle a un cancer, mais il y a d'autres personnages, qui vont être liés un petit peu à la mort tout au long de l'aventure, si je puis dire ça. Et vraiment cette histoire familiale, enfin, c'est comme je vous disais, c'est vraiment le gros point fort du film, c'est-à-dire le lien entre le petit-fils et la grand-mère. Tu sens que, malgré le fait qu'il s'intéresse pas vraiment à elle, tu sens qu'il l'aime, tu sens qu'il veut quand même être présent pour elle. Et malgré ce qu'il fait, malgré ce qu'il dit, malgré les conversations qu'il peut avoir, notamment avec un autre personnage où il va demander comment faire pour être, si je puis dire, l'héritier numéro un, le préféré de la grand-mère, tu sens que il a pas besoin de ça entre guillemets. Tu sens quand même qu'il aime sa grand-mère mais c'est juste, voilà, je veux être au-dessus de ses 3 enfants parce qu'il a donc, sa mère et 2 de ses oncles qui ne sont pas du tout dans le même état d'esprit et qui n'ont pas du tout, la même vie. Ce qui est d'ailleurs un des autres points traités dans le film, j'ai envie de dire la vie de manière générale, en Thaïlande parce que tu as vraiment 3 personnages différents. Tu as la mère donc de M qui vit de manière, on va dire modeste, correcte, enfin, lambda si je puis dire ça comme ça. On a, un des oncles qui lui est totalement endetté, enfin il a une vie clairement de merde et il se retrouve même obligé de voler, sa grand-mère, par exemple et tu as le deuxième oncle qui lui, alors lui il vit dans le luxe, il y a aucun problème, sa femme, personne ne l'aime parce qu'elle ne pense qu'au pognon apparemment et voilà, c'est vraiment, 3 styles de vie totalement différents. Mais honnêtement, je sais pas trop quoi dire de plus sur ce film, c'est vraiment un film qui se vit, c'est un film qui parle, comme je vous disais, de la vie de manière, générale. Comment on gère, les derniers mois, les dernières années, d'une personne, bah, qui est sur le point de mourir, mais qu'on apprécie, enfin, c'est même plus qu'on apprécie, qu'on aime et vraiment le ouais, il y a vraiment des scènes qui sont marquantes, il y a des scènes qui sont déchirantes, un petit peu. Vraiment, ouais, c'est un film qui te marque intérieurement, pardon. Et puis la conclusion, alors je vais pas spoil le film, mais bon, par rapport au pchit, vous vous doutez bien un petit peu de ce qui se passe à la fin. Ce qui est très fort, c'est que la fin, ils ont réussi à faire quelque chose qui va forcément dans le côté larmoyant, mais comment dire? Sans trop en faire. Ils ont réussi à faire un mélange entre joie et douleur, de la perte, de quelqu'un. C'est vraiment hyper bien équilibré et je trouve que ça conclut mais vraiment parfaitement le film. Donc voilà, c'est un film qui est visiblement encore à l'affiche et je vous encourage très clairement à aller le voir parce que c'était vraiment incroyable. Par contre, comme je vous disais, prévoyez les mouchoirs parce que j'ai vraiment vu quasiment tout le monde pleurer dans la salle. Ah si, excusez-moi, j'ai quand même un truc à dire sur le film qui est quand même assez important, c'est que attention, malgré tout ce que je viens de vous dire, c'est pas juste un drame. C'est un film qui, c'est comme indiqué dans la bande-annonce, c'est un film, et sur l'affiche également, il me semble, c'est que c'est un film qui a fait rire et pleurer le monde entier. Oui, c'est complètement vrai parce que on pleure pas juste dans ce film, on ne parle pas juste de trucs tristes, il y a quand même vachement de légèreté, il y a des scènes qui sont assez drôles, il y a même beaucoup de dialogues où on s'est pas mal marré dans la salle, donc non, c'est vraiment un film qui mélange bah, drame et comédie, mais qui le fait de manière vraiment très subtile. Et nous en avons donc terminé pour cette vidéo multicritique qui n'est pas si petite que ça, j'ai l'impression. J'espère que vous aurez apprécié mes différents retours sur les films dont je vous ai parlé. N'hésitez pas encore une fois à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez pour débattre, notamment sur le film Les Linceuls. Si vous avez apprécié, je serais très curieux de savoir pourquoi. Pour les autres films, bah, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller les voir et surtout, comme je vous disais, le dernier film, Comment devenir riche grâce à sa grand-mère. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de mes prochaines sorties vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et une fois de plus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.